Bonjour, mes amis francophones et les téléspectateurs de Rangin ou bien l'arc-en-ciel, une télévision sur les problèmes vitaux de notre pays, l'Iran, mais aussi d'autres problèmes de la région. Je suis Jahanshah Rachidian, un présentateur de cette télévision dans les langues étrangères, à savoir l'allemand, l'anglais et le français. Alors, je vous salue de l'Allemagne. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être une fois de plus le hôte de Dr Atta Hudashtian au sujet de nouveau leadership, deuxième partie. Leadership politique, bien sûr. Monsieur Atta Hudashtian est un écrivain qui est en train d'écrire déjà un livre dont on présente des résumés de ce livre-là dans le débat télévisé, mais aussi un activiste politique et un professeur au Canada. Il a étudié en France, il est francophone et il parle couramment français. D'ailleurs, on est très amis ensemble, tel qu'on peut même se tutoyer. Alors, bienvenue, docteur Atta Hudashtian. Tu peux saluer le téléspectateur et si tu veux rajouter encore quelques mots, tu es bienvenue et je te donne les paroles pour saluer le téléspectateur et peut-être donner un aperçu de ce qu'on a déjà parlé dans la première partie. Merci, Jahanshah. Merci beaucoup. Eh bien, donc, nous avons discuté, ça c'est la deuxième fois, deuxième séance, et nous avons parlé d'un livre, d'un nouveau livre qui s'appelle Nouveau leadership politique. C'est un livre que j'ai terminé son écriture à peu près il y a deux semaines, que j'ai envoyé pour l'impression, pour la publication. Et ça va être publié, ça va être sorti d'ici 2 semaines, 3 semaines. Donc, le livre est terminé pour rappeler un certain nombre d'éléments par rapport à ce livre. Donc, c'est un livre de à peu près 270 ou 300 pages. Ça dépend comment ça va être sorti, sur quel format ça va être sorti. C'est un livre qui parle de la situation actuelle du monde entier, du monde du 21e siècle. C'est un livre qui a un certain nombre de thèses, notamment 4 thèses, que nous avons décidé entre nous, toi et moi, que pour chaque séance télévisée, nous allons parler d'une thèse. Donc maintenant, la dernière fois, nous avons parlé de la première thèse du livre. Aujourd'hui, je vais essayer d'entamer la deuxième thèse, mais je suis pas sûr de pouvoir terminer, puisque la deuxième, c'est assez global, assez large, et c'est très à la mode, et la troisième et quatrième, j'en parlerai. Donc, la première thèse du livre, telle que nous avons discuté la dernière fois, concernait le monde actuel. Donc, entre parenthèses, sans oublier que nous allons effectivement parler de l'Iran, puisque tu as parlé de l'Iran, mais pas que de l'Iran. C'est la situation du monde, et pas autant de la région, mais plutôt la situation globale, la situation du monde pour le 21e siècle. Voilà le point. Le 21e siècle. Eh bien, donc, la première thèse consistait à une analyse de la situation du monde à partir de l'ère de la mondialisation et un changement euh, soi-disant fondamental qui a été imposé au monde à partir de 4 changements, petits changements. Le premier, c'était donc la mondialisation sur la base du développement de néolibéralisme, donc euh, dont nous avons parlé la dernière fois. Je ne veux pas encore entamer la discussion par rapport au néolibéralisme,
et nous avons même discuté de différents mouvements du néolibéralisme, la pénétration de ce mode de production, mode social aussi, dans les sociétés occidentales, mais aussi dans le monde entier. Voilà le premier élément de ce changement qui nous fait entrer au 21e siècle. D'accord? Pour ma part, sur la base de mon analyse, le 21e siècle ne commence pas le 1er janvier de 2000. Le 21e siècle commence à partir de la fin des années 90, la fin des années 80, début des années 90. Voilà nous, c'est là où, en réalité, le grand changement commence à se montrer, commence à paraître, qui prépare le terrain pour le 21e siècle. Et ces changements sont quatre éléments. Le premier, tel que j'ai dit, la mondialisation, le développement mondial du néolibéralisme. Le deuxième, c'est la digitalisation qui vient donc changer toute mode de communication entre les individus, entre les compagnies, entre les pays, et qui change également donc la formation des organisations sociales, organisations économiques, mais aussi organisations politiques dont je parlerai aujourd'hui. Le troisième élément qui est très important, c'est ce que j'appellerais le déclin de la vérité absolue, c'est-à-dire un élément philosophique qui a un impact sur le social. Puisque les grandes idéologies donc, qui dominaient le XXe, qui étaient à la base, au fondement des grandes révolutions en Russie, en Chine, en Cuba, au fondement même de tous les mouvements sociaux tels que nous avons vécu en Afrique, en Asie, étaient des grandes idéologies sur la base de la vérité absolue. La vérité absolue sur le plan philosophique, sur le plan de l'idéologie de ces mouvements, commence à perdre sa validité à partir des années 70 en Occident et la fin des soviétiques, la fin des soviétiques, justement dans cette période-là, fin 80, début 90, a véritablement terminé le procès de la chute de la vérité absolue. Terminé, achevé. Donc c'est terminé. C'est-à-dire qu'en 1990, nous entrons dans un nouvel ère où on accepte en quelque sorte les vérités. Les vérités. Chacun a sa vérité. Cette approche philosophique existait avant, on le sait. Cette approche philosophique existait même durant le XXe siècle, mais qui n'était pas dominant. Ce n'est qu'à partir des années dont je parle, des années 80 et 90, que cette approche est devenue véritablement globale, acceptée, et plus ou moins, même les organisations politiques, les leaders politiques acceptent qu'il n'y a plus d'idéologie, les idéologies n'ont pas de valeur et que la vérité absolue n'a pas de sens. Voilà le troisième élément. Le quatrième élément, c'est ce que donc les sociologues américains appelaient la venue de la société post-industrielle, qui a commencé son existence à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a développé en fait son rythme dans les années 70 plutôt, et qui consistait au développement du secteur service, qui consistait à l'entrée envahissante des femmes dans la société, qui est une bonne chose, qui est un élément très important dans la démocratisation des sociétés non occidentales, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, les quatre éléments, la mondialisation, le libéralisme, néolibéralisme, donc la digitalisation, et troisième, c'est la chute de
la vérité absolue. Et le quatrième, c'est l'entrée de la société post-industrielle dans les sociétés occidentales. Alors, la première thèse consistait à ce fait comme quoi, comment les sociétés occidentales a entamé un nouveau processus qui consiste, selon moi, la participation massive, masse participation ou participation massive, qui donne la possibilité à tous les individus, relative, hein, quand je dis tous les individus, c'est pas tout le monde, mais relativement tout le monde, qui entre dans le marché, dans la compétition économique, dans la bourse et dans la société. Et une grosse partie de la société commence à se réactiver. Et c'est ça qui est important. Et pour moi, la pyramide de la société, qui était progressivement en train de changer la forme, notamment à partir de cette période, c'est-à-dire à partir de cette période de fin 80, début 90, commence à véritablement changer la formation. Et cette pyramide perd en quelque sorte sa valeur historique initiale dans la société, commence à perdre sa validité. Or, la formation politique était toujours sur la base de cette pyramide, dont nous allons parler plus tard. Aujourd'hui, ça c'est la première thèse. La deuxième thèse, dans ce livre, dans cet ouvrage, c'est en rapport avec l'organisation. Donc, nous avons deux types d'organisation, l'organisation sous forme horizontale, l'organisation sous forme verticale. Alors, quand on parle de pyramide, la pyramide, c'est une forme, en quelque sorte, verticale de l'organisation, où l'ordre vient, où le message vient de haut vers le bas, en passant par les étapes intérieures de la pyramide, en sachant qu'en réalité, les couches internes, les couches intermédiaires et les couches de base n'ont pas beaucoup de valeur, n'ont pas beaucoup à dire, n'ont pas beaucoup à agir, n'ont pas un espace dans lequel ils peuvent donc entrer dans la prise de décision dans l'organisation. Or, nous partons de l'idée qu'il y a deux éléments dans chaque organisation, l'élément de l'information, l'élément de la prise de décision. On dit que l'organisation, c'est l'information. Et la prise de décision vient de celui ou celle ou ceux qui possèdent ou monopolisent l'information. Si tu as l'information dans une organisation, c'est toi qui peux décider. Si tu n'as pas d'information, tu ne peux pas entrer dans la prise de décision. Or, les couches internes et les couches basse de la pyramide n'avaient pas autant la possibilité d'avoir, en quelque sorte, l'information. Certaines organisations donnaient l'illusion de l'information, comme quoi vous savez tout et tout, mais en réalité, la vraie information était toujours dans la chambre ou le bureau fermé de leadership, de leader. Monopolisé. Et donc, alors, avec ces mouvements dont je vous parle, avec ce tableau que je dessine, on s'aperçoit que de plus en plus, aux alentours de cette période où la mondialisation se développe, le néolibéralisme se développe et la digitalisation également, nous allons vers une nouvelle forme de l'organisation, c'est en quelque sorte l'horizontalisation des organisations. Quand je parle de l'horizontalisation, l'horizontal, c'est juste une façon de dire. Ça ne veut pas dire pour autant que l'organisation est véritablement horizontale. Or, il n'existe aucune organisation qui agit, qui produit, qui serait véritablement horizontale. Toute organisation maintient
une sorte de hiérarchie. Donc, c'est une hiérarchisation dans l'horizontalisation. Donc, c'est ça qu'on appelle semi-hiérarchie à l'intérieur des organisations horizontales. C'est-à-dire que nous sortons de l'espace vertical, nous allons vers une participation des couches internes de l'organisation dans la prise de décision, dans l'information, tel que j'ai dit. Mais ça, c'est progressif, ça, c'est avec une sorte de hiérarchisation qui se maintient pour que les choses soient, donc pour que les choses marchent. Autrement, on ne peut pas agir. Quand tout est horizontal, il n'y a personne qui peut véritablement prendre une décision. Donc, on a besoin d'une sorte de hiérarchie que j'appelle horizontale semi-hiérarchie. Donc, c'est ça que la thèse consiste à cela. Maintenant, pour que je puisse comprendre ou décrire la situation, j'ai besoin de reculer, d'aller au XXe siècle. Puisque la critique du XXe siècle ouvre le débat pour comprendre les changements pour le XXe siècle, les changements qui, en quelque sorte, préparent le XXIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Pourquoi on ne peut plus vivre avec un système pyramidal et vertical, puisque nous avons vu les impacts ou le résultat de ces systèmes verticales et des organisations pyramidales. Maintenant, puisque nous parlons, dans le fond, nous parlons de la politique, puisque finalement nous parlons des mouvements sociaux, je recule et je vais du côté du XXe siècle et je regarde donc le léninisme. Je reviens au 1917, octobre, la révolution bolchevique. Et j'entre dans le débat concernant la révolution d'octobre communiste en Russie. À partir du moment où Lénine, qui était à la base ou à la tête de ce mouvement social, qui aboutit à une révolution contre la révolution février de Khmelnytsky, quand la thèse de Lénine est lancée, quand Lénine a pu, en quelque sorte, a réussi de réaliser sa thèse, les gens autour du monde ont accepté et ils ont cru à la thèse de Lénine, puisque ça donnait un résultat, puisque finalement, ça a été une révolution réussite en Russie. Donc, les gens ont commencé à lire Lénine. C'était quoi la thèse de Lénine? Tu peux le dire dans deux, trois phrases, la thèse de Lénine qui était acceptée. Oui, je reviens là-dessus. Okay. Bien sûr. J'ouvre le débat par rapport à ça, puisque tous les mouvements sociaux, dans les années, disons, 1920, en Allemagne, en Europe, mais aussi en Afrique, les mouvements sociaux contre la colonisation et en Asie, au Vietnam, en Chine. En Chine, on allait vers une révolution. Nous sommes en 1919. Donc, tout le monde croyait que Lénine avait raison. Qu'est-ce qu'il dit Lénine maintenant? Et pourquoi c'est important pour notre étude? Et même aujourd'hui, si vous voulez véritablement critiquer l'organisation, il faut s'adresser toujours à Lénine. Le premier chapitre de mon livre, avant d'entamer la thèse, les différentes thèses, les 4 thèses de livre, c'est là l'étude de la révolution bolchevique de 1917. Et pour que je puisse comprendre la thèse de Lénine, je dois m'adresser à ses ouvrages en 1902, 1904, et le plus important, le livre de Koffer. La thèse principale de Lénine, telle que je décris aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de thèses, bien sûr, chez Lénine, nous avons une série de thèses, mais le point le plus important, ou la thèse la plus importante,
et la thèse de centralisation ou centralisme démocratique. Centralisme démocratique. Le centralisme démocratique. C'était une thèse autour de laquelle on a beaucoup discuté dans les congrès, dans les rencontres philosophiques même, politiques, et tout le monde essayait de justifier le centralisme démocratique. Qu'est-ce qui est le centralisme démocratique? Eh bien, un centralisme démocratique qui était accepté par les mouvements sociaux, réussi ou pas réussi. Même ceux qui n'étaient pas réussis acceptaient cette thèse de Lénine. Ça consistait à un débat entre les Allemands et les Russes, entre deux niveaux, deux soi-disant courants dans la révolution russe, dans les années 1900, 1902, 1930, en Russie entre Polokhanov et Lénine, d'une part, à l'intérieur de la Russie, dans le mouvement social-démocrate de la Russie de l'époque, 1900, et entre Lénine et les social-démocrates de l'Allemagne, qui étaient tous marxistes. Eh bien, donc, les social-démocrates de l'Allemagne, notamment Kautsky, parlaient du fait qu'il fallait maintenir une démocratisation à l'intérieur de l'organisation révolutionnaire. Il fallait maintenir une participation massive, tout le monde doit participer, tout le monde doit voter, tout le monde a le droit, toutes les fractions, même les fractions, le droit à avoir une fraction dans le parti politique. Fraction, c'est-à-dire que nous sommes dans le même parti politique, mais vous avez une tendance un peu différente de moi, vous avez le droit, comme dans les démocraties d'aujourd'hui, l'opposition officielle a le droit d'être là, dans l'Assemblée. Et donc, à l'époque, Kautsky disait qu'il fallait avoir, en quelque sorte, officiellement, donc, une fraction d'opposition contre le bureau central. Eh bien, donc ça veut dire une démocratie organisationnelle, démocratie à laquelle, donc, les social-démocrates de l'Allemagne restaient fidèles. Polokhanov aussi acceptait cette thèse. Même Trotsky, dans une période, acceptait cette thèse. Lénine disait qu'on n'a pas ce luxe. On n'a pas ce luxe d'aller dans cette direction, puisque nous sommes dans un pays comme la Russie et que nous ne pouvons pas se permettre d'avoir une fraction contraire donc au bureau central, et qu'il fallait maintenir un peu le pouvoir, et il faut la démocratie, oui, mais une démocratie basée sur la centralisation de pouvoir. Centralisation. Tout est centralisation démocratique. Voilà. Le centralisme démocratique, c'est ce qui est centralisme démocratique. Voilà. Mais Rosa Luxembourg a aussi pris aussi une position contre ça, mais bon, ça a été aussi pas accepté par Lénine. Voilà, maintenant c'est très intéressant. Je viendrai sur l'Iran aussi, hein, parce que je vais maintenant entamer la situation. Je vais revenir sur l'Iran avant de terminer le débat. Mais là, maintenant, nous sommes dans le fin fond de la thèse. La thèse dit que nous sommes dans une situation exceptionnelle qui consiste à une répression politique impitoyable. Et on n'a pas, encore une fois, ce luxe de donner la possibilité à l'opposition de s'exprimer parce que ça va nous empêcher d'agir, n'est-ce pas? Bon, on garde ça. Donc, la thèse consiste à la chose suivante. Il dit, la situation exceptionnelle nécessite des tactiques exceptionnelles. Voyez-vous? Des tactiques exceptionnelles. Donc, c'est juste provisoire ou exceptionnel que on ne va pas vous permettre de vous exprimer. Après la Révolution, on va vous permettre de vous exprimer. Voyez-vous? Donc, pour l'instant, on va vous laisser donc
dans cette situation, on va fermer la bouche. Vous allez fermer la bouche pour l'instant, et par la suite, une fois que la révolution réussit, donc vous pouvez vous exprimer. Notamment, nous avons compris que cet idéal ou cette idée ne peut jamais aboutir. En réalité, si vous ne donnez pas la possibilité à une sorte de démocratisation à l'intérieur de l'organisation révolutionnaire, après la révolution, vous ne pouvez pas commencer à donner la liberté. C'est pas possible. Donc, la démocratie commence maintenant et ici. On n'a pas un domaine qui est inconnu complètement. Et c'est ainsi que finalement, dans ce comité central, donc qui était après 1920 à peu près, je pense, ou 1922, quand Staline a pris le pouvoir 23. Avec Lénine, hein, ouais. Avec Lénine. Lénine était là. Lui, il a suivi cette thèse et il a même accentué la centralisation et complètement oublié le côté démocratique de la chose. La thèse qui est une thèse qui est sortie de son livre Que faire en 1902 et un autre livre qui est en 1904, Un pas en avant, deux pas en arrière. Donc ça c'est le deuxième livre. Donc ces deux ouvrages donnent la forme de l'organisation pour donc le mouvement social donc en Russie de cette époque, mais pas uniquement cela, ça donne aussi une idée de la forme de leadership. Parce que le leadership aussi suit la façon dont l'organisation est formée. Toutes sortes de leadership viennent de la façon dont l'organisation est formée et l'organisation et la formation de l'organisation influencent la modalité de leadership. Voyez-vous comment c'est en rapport, notamment par rapport à la question de leadership. Lénine parle des cadres très professionnels, et il appelle les avant-gardes, mais aussi dans le COFER, il parle des avant-gardes. Ça veut dire ceux qui sont véritablement professionnels, très professionnels, qui sont à la tête de tête. Et ces gens-là sont donc à temps plein au service de l'organisation, au service de partis politiques, au service de la révolution. Et Lénine dit que dans cette période, en réalité, les cadres, c'est-à-dire les avant-cadres, devraient être en quelque sorte reçus. Et il faut pas qu'ils travaillent d'abord. Ils n'ont pas un travail. Il faudrait qu'ils soient au service du parti. Et c'est la partie qui s'occupe de leur vie de tous les jours. La maison, nourriture, tout ça. C'est le parti politique qui s'en occupe. Ils vont pas travailler parce qu'ils sont à temps plein au service du parti. C'est ce que je disais parfois dans mon livre. Il y a tout un chapitre là-dessus qui décrit la nécessité justement des révolutionnaires, donc professionnels, pour notre temps aussi. Hein. C'est une petite thèse qu'on pourrait tirer de cette période du XXe siècle. Mais à part cette bonne partie de ce que Lénine dit, parce que Lénine parle de la nécessité d'avoir des révolutionnaires professionnels, je pense que cette partie de sa thèse est correcte. Mais d'autres parties ne sont pas correctes, parce que justement, cette thèse de centralisme démocratique entre dans différents mouvements, ainsi qu'en Iran. Maintenant, je vais juste un petit peu entrer dans des mouvements sociaux en Iran, mouvements révolutionnaires. Eh bien, c'est très important parce que vous savez que depuis très très longtemps, nous avons en Iran, on avait un parti qui s'appelle le Parti Tudeh, très actif dans les années genre 1320, je pense que ça va être 60. Dans les années 1941 et jusqu'à 1953, le coup d'État. Voilà. Et puis après, ça a été, sous Trump, ça a été. Voilà, grosso modo. Oui. Voilà, donc dans cette période-là, effectivement, on avait la possibilité d'avoir un parti politique. C'était le parti politique le plus unique, en quelque sorte. On avait un seul parti politique communiste
Il y avait d'autres partis, il y avait le Front National, etc., etc. Mais en réalité, le parti Tudeh était un parti communiste, un seul parti communiste qui suivait la formation de centralisme démocratique de Lénine. Et après que le parti Tudeh a été en quelque sorte disparu, si vous voulez. Ça existait encore, mais il était devenu inactif. Donc, par la suite, c'était les différentes petites organisations souterraines dans les années, je dirais, 70 en Iran, les mouvements fédéines, etc., qui étaient le plus connus. Dans les mouvements fédéines, il y avait des leaders de ce mouvement qui suivaient justement le léninisme tel que je vous décris. Et il y avait donc des débats entre eux. Il y avait des débats, pratiquement tout le monde acceptait la thèse de Lénine. Dans mon livre, je décris cette période-là et je fais une référence à une personne, une seule, qui est devenue, effectivement, à l'époque, c'était inconnu, mais c'était probablement, selon ma connaissance, selon mes informations, c'était la seule personne qui était critique vis-à-vis de cela. Et c'était Mostafa Shoayan. Mostafa Shoayan, c'était un leader, un homme seul, mais qui avait du charisme et qui était en communication avec, évidemment, en contact avec les Fedayeen. Et dans une communication avec Hamid Ashraf, Ashraf, qui était la tête dans cette période-là, dans les années 70, 1970, était à la tête des Fedayeen, un héros des Fedayeen de l'époque. Dans une communication, je cite leur communication, leur discussion, que Ashraf dit que pourquoi tu insistes autant de la question de critique? Parce que Shoayan disait que pourquoi vous ne permettez pas qu'il y ait des critiques vis-à-vis de vous à l'intérieur du mouvement de Fadaït, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organisation. Et Ashraf insistait que, écoutez, c'est une période exceptionnelle et qui nécessite des tactiques exceptionnelles, exactement ce que Lénine disait, et que mon frère, attendons que la révolution soit faite. Après la révolution, vous aurez la possibilité de parler. Exactement ce que Lénine disait en 1902, voyez-vous. Et Shoayan disait quelque chose de très intéressant. Il disait, si vous ne me permettez pas de m'exprimer maintenant, demain, vous allez me couper la tête. Maintenant, vous allez me couper la bouche. Vous fermez la bouche, mais demain, vous allez me couper la tête. C'est ça qu'il disait. C'est-à-dire, vous allez devenir pire que ce que vous êtes maintenant. Voyez-vous? C'est ça, c'est comme ça qu'on pourrait décrire la situation des mouvements sociaux et des organisations révolutionnaires de l'époque, c'est-à-dire du XXIe siècle, et que tous ces mouvements en Afrique, en Asie, consistaient à cela. La même chose en Chine. En Chine, ça existait. La différence entre la Chine et donc les soviétiques de l'époque était que Mao était un peu plus ouvert. Donc, je parle de la Chine également dans mon livre, dans ce chapitre-là, et que je parle du fait que la Chine, donc, était même la philosophie fondatrice de la révolution chinoise sur la base de la pensée de Mao, était un petit peu différente de ce que Staline disait. Mao pensait qu'il était resté fidèle à Lénine, mais qu'au final, il n'a pas accepté autant cette continuité de centralisme démocratique après la Révolution. Il disait qu'après la Révolution, vous pouvez ouvrir. Staline disait non, on ne peut pas ouvrir. Staline a commencé à vraiment massacrer l'opposition à l'intérieur de partis bolcheviques. On connaît dans les années 1930, 32, 34, 38, il y avait beaucoup de massacres et terreurs à l'intérieur de partis. Mao n'était pas différent, mais il n'agissait pas comme Staline. Notamment, Mao
Voilà, la différence est très importante. Notamment Mao Tse-tung, après la Révolution, a accepté l'existence des fractions, tandis que Staline n'acceptait pas du tout. Et Staline, ou le parti bolchevique, parti communiste soviétique, jusqu'à son effondrement, jusqu'à la période de son effondrement, n'a jamais accepté une fraction d'opposition. Jusqu'en 1980. 1980. Après 70 ans, ils n'ont jamais accepté. Tandis que Mao a accepté. Tu veux dire une fraction dans le parti, à l'intérieur de parti. À l'intérieur de parti. À l'intérieur de parti, Voilà. Mao a accepté. Mao avait quelqu'un comme Deng Xiaoping qui était pour des réformes des années 70, 1970, à l'intérieur du côté pour les paysans, à l'intérieur de parti. Il avait un discours différent. Chou En-lai était plutôt du côté de Deng Xiaoping, pas du côté de Lénine. Lénine n'a jamais tué ses opposants à l'intérieur du parti. Il a tué beaucoup en dehors, bien sûr, ou dans les rangs plutôt de bas du parti, mais dans le centre, dans les soi-disant membres du comité central du parti, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. D'autant plus que Staline a tué pratiquement tout le monde. Tous les membres du parti, de comité central du parti bolchevique, tous les membres ont été massacrés, tués par les Staline après la mort de Lénine, les uns après les autres. Pas d'un seul coup, mais les uns après les autres. Tandis que Mao a accepté, il a envoyé en exil pendant une certaine période Deng Xiaoping. Deng Xiaoping était en exil, donc il n'avait absolument rien, pas de travail, pas de soutien financier, rien. Pendant un certain temps, il était dans un village, il était obligé de travailler, mais Mao lui-même, il lui demande de revenir parce qu'il avait besoin de lui. Et quand il est venu, et ça c'est très important, dans une confrontation entre Mao et le général de son armée, dans une confrontation politique, Mao, comme le président de la Chine, a démissionné de son poste. Gardez ça en tête, que Mao, au lieu de massacrer et terroriser et tuer ses opposants, Mao, dans son existence, il a démissionné de son poste, il a tout quitté, il est parti. Et Staline, à sa place, évidemment qu'il tuait de son opposition. Il tuait son opposition, mais Mao, il a dit, d'accord, moi je quitte. Voyez-vous la différence? La différence. Bon, maintenant, c'est important parce que centralisation démocratique, ça a beaucoup de variantes. Donc, on pourrait voir à quel point dans un pays, ça pourrait avoir une acceptation différente. Et donc, donc chez Staline, ça a été donc effectivement une réception très, très différente. Bon, maintenant, je peux revenir sur la question de l'organisation horizontale verticale, mais je ne sais pas combien de temps nous avons parlé. Encore un quart d'heure. Encore un quart d'heure, voilà. Et nous avons fait combien de temps maintenant? 30 minutes? À peu près 30 minutes, oui. D'accord. Eh bien, voilà, donc, on pourrait imaginer que tous les mouvements sociaux, à l'époque du XXe siècle, pratiquement tous les mouvements, avaient 4 caractéristiques importantes. J'ai dit pratiquement tout. Il pourrait y avoir des mouvements sociaux un peu différents, mais en gros, tous les mouvements sociaux populaires, révolutionnaires, avaient 4 caractéristiques importantes. La première caractéristique, c'est que toutes les grandes révolutions avaient un leadership pratiquement absolu. Donc, c'était un leadership basé sur un individu. Le pouvoir n'était jamais partagé. Le pouvoir n'était jamais transmis à quelqu'un d'autre.
le pouvoir était fondé sur la volonté et la décision d'un seul individu. Voilà la première caractéristique. N'est-ce pas? Donc, je prends comme le leader tout le pouvoir et je prends tout le pouvoir pour moi-même seul. Voilà, c'est ce que on voit à peu près au Cuba, euh, en Chine et chez Staline, avec un peu de donc, différence qu'on pourrait voir chez les Chinois, tel que j'ai expliqué. Dans d'autres mouvements, donc en Iran par exemple, dans d'autres mouvements sociaux, à peu près la même chose. D'accord? Deuxième caractéristique, c'est que toutes ces grandes révolutions étaient fondées sur des organisations ou des partis politiques absolument pyramidales. Donc, c'était sur la base d'un triangle avec la tête qui était donc sur le leadership d'un individu et tout était donc tout l'ordre et la prise de décision ainsi que l'information venaient de haut vers le bas. En quelque sorte, l'organisation était formée de sorte que jamais dans une révolution, un leader pourrait être élu par le peuple, puisque la forme de leadership ainsi que la forme de l'organisation révolutionnaire ne permettait pas du tout. N'est-ce pas? Bon, en passant par Cuba, comme quoi Castro a dominé le pays pendant 49 ans, Staline 30 ans, et pendant 49 ans, il y avait chaque 5 ans des élections au Cuba. Et à chaque fois, c'était lui qui sortait comme vainqueur. Il y avait pas, c'est comme là, en Syrie d'aujourd'hui. En Syrie d'aujourd'hui, il y avait deux candidats contre Bachar al-Assad et les deux finalement ont accepté pour voter pour Bachar al-Assad. Donc c'est à peu près la même chose. 95%, Voilà, à peu près la même chose. Troisième caractéristique de ces mouvements était que pratiquement tous les mouvements révolutionnaires de cette époque étaient fondés sur une idéologie. Pratiquement toute révolution était fondée sur une idéologie. Eh bien, voilà, donc l'organisation, puisque c'est ça le thème principal de notre discussion, l'organisation ici, c'est horizontal. Et maintenant, les choses commencent à changer pour le 21e siècle, puisque nous avons compris qu'au final, le 21e siècle ne peut plus accepter cette formation des organisations, puisque on n'accepte plus ou on ne fait plus confiance au leadership qui dit la vérité, qui décide lui-même tout seul et qui forme l'organisation de façon pyramidale. Voyez-vous, tout ça c'est connecté. Hein? Tout ça c'est connecté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le premier élément à étudier quand on entre dans le 21e siècle, c'est la question de la confiance. C'est que la population, après la chute des Soviétiques, après qu'on a étudié, qu'on a vu le résultat de différentes révolutions, ainsi que les révolutions en Iran, la révolution en Iran, après qu'on a vu, on a constaté le résultat dans tous ces pays, on ne fait plus confiance à ces leaders, qui sont des leaders de l'ancienne époque, je mets entre guillemets, de l'époque de 20e. On s'est éloigné tellement de 20e qu'on ne peut pas accepter qu'un jour, ce monde, une grosse partie de ce monde, acceptait et admirait quelqu'un comme Staline. Même Jean-Paul Sartre. Bon, après, il a changé d'avis, mais bon, voyez-vous, même les intellectuels acceptent. On ne peut pas imaginer maintenant. Donc, le premier élément à étudier quand on entre au XXIe siècle, tout en restant sur la thématique de l'organisation, c'est la question de confiance. Puisqu'on ne fait plus confiance au leadership,
Donc, moi, qui fais plus confiance, qui est un citoyen normal, moi, je veux parler, puisque, n'oublions pas, j'ai ma propre vérité. Donc, c'est le troisième élément. Vous vous souvenez, nous avons commencé ce débat. Puisque la vérité absolue avec le leader est tombée en panne, on peut plus accepter la validité de cette vérité. Je ne fais plus confiance à ce leader. Alors moi, j'ai le droit. Je reconnais mon droit. Je reconnais mes droits. J'entre dans la compétition et j'ai aussi ma parole. J'ai aussi ma propre vérité à dire. Voyez-vous comment la participation massive s'organise. Et c'est là où, quand on étudie l'organisation de façon pyramidale et donc verticale, on s'aperçoit que le corps de ce pyramide se grossit de plus en plus, se grossit de plus en plus. Donc, on va vers l'horizontal. On va vers l'horizontal. Maintenant, il y a difficulté pour véritablement entamer la discussion par rapport à tous les détails de l'horizontal que je propose vraiment quand j'entre dans ce débat. Peut-être que ça nécessiterait aussi que je montre un certain nombre de schémas. La prochaine fois, on pourrait discuter un peu plus. Comme j'ai dit au début, qu'on ne peut pas véritablement finir la discussion concernant l'horizontal de l'organisation dans une science, mais la prochaine fois, on pourrait entrer dans le débat et on pourrait effectivement discuter de différentes variations de l'organisation horizontale. Parce que c'est pas ça, comme j'ai dit. Justement, parce que je me souviens que tu as dit une fois que tu es ni pour horizontal ni pour vertical. Tu as une organisation tout à fait différente de ces deux modèles standards et peut-être que tu vas aussi développer tes idées à toi en ce qui concerne l'organisation. Voilà, donc c'est ça. En plus, il y a aussi une question de classe sociale qui sont peut-être à la base ou bien au pic de cette pyramide. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, quel rôle ils vont jouer, comment on peut raccourcir la distance entre le pic et la base, ce qui est probablement des idées propres à mon pays. Alors, ce sont peut-être des débats aussi sociologiquement et politiquement intéressants à développer, à aborder peut-être une autre fois. C'est ça, tous ces et débats. Aussi, en ce qui concerne l'Iran, les questions de femmes, on n'oublie pas les femmes qui sont des précurseuses de mouvements sociaux aujourd'hui en Iran, qui vont jouer un rôle sans doute très, très important dans le futur de l'Iran libre. Qui mérite. Oui, c'est ça. Disons que l'ouvrage a 10 chapitres. Dans le chapitre, le 10e, on parle beaucoup plus de la situation actuelle de l'Iran. Et c'est là où il y a à peu près 20 caractéristiques de la société actuelle. Et l'un des éléments les plus importants, c'est l'entrée massive de femmes dans la société, dans le marché du travail, dans les universités, dans les écoles, etc., qui sont effectivement, tout ça sont à étudier. Elles sont les victimes d'un régime misogyne, mais elles bravent les règles de la charia, surtout le hijab obligatoire en Iran. Ce qui est très important, et ce que pour cette lutte, ils ont beaucoup payé encore. Ok, voilà. Bon, si tu as encore d'autres choses à rajouter. C'est bon, pour l'instant, c'est bon. Il vaut mieux que ça soit plus court, voilà. Ok, bon, ouais. Je te remercie encore, Dr Udashtian, un bon ami de moi, et je suis vraiment fier d'avoir un ami tellement intellectuel, tellement actif. Je sais que tout à l'heure, tu as fini aussi une conférence dans laquelle j'ai aussi participé. Ça durait 3 heures, je crois. Et que tu continues toujours, tu vas maintenant donner tes cours universitaires. Donc, tu es très actif. Voilà.
Je suis vraiment fier d'avoir un ami comme toi. Et puis, on se voit la prochaine fois et on développe peut-être la troisième thèse. On a maintenant fini la première thèse qui était la participation massive, la deuxième qui était l'organisation horizontale et verticale, et la troisième, tu vas développer la prochaine fois. Et je remercie aussi nos téléspectateurs de Ranginkamon qui ont écouté et qui ont regardé cette émission avec Dr Atta Hudashtian. Je suis Tiranshah Rachidian, présentateur de cette télévision, et je vous salue aussi de l'Allemagne. Au revoir et à la prochaine fois.